Bai, egunon beraz, Lurrama 2023ko Lurramaren azken mintzaldia hasiko da orain. Eta le patron galdera horren gibelean zer baden aipatuko dauku gaur eta Céline Berthiek. Voilà. Donc on va commencer ce matin la dernière conférence de Lurrama 2023 avec Céline Berthier qui va nous présenter une BD qui est disponible. Il en reste quelques rares exemplaires chez les libraires dans le hall 2 là-bas, à côté du coin des animaux. Il y a encore quelques bouquins que vous pouvez acheter si vous le souhaitez. Voilà, mais je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. J'ai aussi comme annonce à vous faire qu'il reste des places pour le repas des chefs et qu'elles sont achetables jusqu'à 1h15 au coin info en bas des escalators. Donc s'il y en a qui avaient prévu de manger autre chose et qui changent d'avis, c'est possible. Et je te laisse la parole. Bonjour, Egoudon. Merci de m'avoir invitée. Je suis assez émue d'être ici. C'est la première fois que je viens à Lurrama. Et ça m'a beaucoup émue en arrivant hier de voir ce grand salon au milieu des slogans féministes et l'agriculture paysanne. J'espère qu'on pourra le faire dans d'autres départements aussi. Donc je suis là, je suis une des membres des co-autrices de la BD Il est où le patron. On est 6 autrices, donc il y a une dessinatrice, Maude, et on est 5 paysannes. On s'appelait les 5 paysannes en polaire. Et on est basé en Ardèche et dans l'Ain. Donc c'était un ouvrage collectif, ça on pourra y revenir après. J'ai pas trop détaillé ça dans la présentation, mais sur qu'est-ce que c'est que l'écriture collective et pourquoi. On a mis 3 ans et demi à réaliser cet ouvrage. Et elle est basée uniquement sur des faits réels. C'est-à-dire que toutes les anecdotes, et qui ne sont pas anecdotiques, qui sont dans le livre, ont été vécues soit par nous, soit par des copines paysannes. Ce qui fait que c'est non démontable. En fait, on n'a rien inventé, à part les personnages Jo, Anouk et Colline, qui, elles, sont des personnages de fiction, qu'on a créés pour pouvoir aussi prendre du recul par rapport aux histoires qu'on raconte, qu'on a vécues nous ou des copines. Et dans la présentation, donc, j'ai plus parlé de ce qu'on vit, du sexisme dans le milieu agricole. Du coup, quand je vais parler de femmes ou d'hommes, ça se réfère plutôt à, comme imaginer une classe sociale des femmes ou une classe sociale des hommes. Classe sociale des hommes cis et classe sociale des femmes comme sociabilisées en femmes depuis leur naissance. Voilà. Alors les autres diapos ne seront pas aussi chargées que celle-là. Celle-là, je l'ai piquée à Émilie Serposian, qui est une sociologue qui étudie ces questions de genre et agriculture et qui s'est d'abord questionnée sur qu'est-ce que c'est la spécificité d'être femme en milieu rural. En fait, en France, les zones rurales, c'est 80% du territoire et il y a 20% de la population qui habite. Et en fait, sur ces 20% de Français et de Françaises, il y a 33% de femmes. Donc on est surreprésentés. Et elles font face à des difficultés assez spécifiques parce que souvent on est dans des zones isolées. C'est assez galère d'avoir recours aux services publics et notamment aux services médicaux. Je pense notamment aux gynécos. Enfin, en Ardèche, oui, je suis éleveuse de chèvres en Ardèche et je suis associée avec une femme, avec Marceline. Et on galère à avoir des rendez-vous. C'est un peu les déserts médicaux. Et pour la jeunesse aussi, c'est compliqué. En moyenne, les jeunes femmes poursuivent moins d'études. Elles seront plus orientées vers les secteurs du soin et de l'aide à la personne. Il n'y a pas beaucoup de modèles féminins, en fait, encore. Et les femmes rurales sont les championnes des emplois précaires et des temps partiels. Les temps partiels sont occupés à 29% des femmes qui vivent en milieu rural occupent un temps partiel contre 7% des hommes. Voilà, ça c'est juste pour poser le contexte parce que ça explique aussi le contexte socio-économique de ce que c'est qu'être une paysanne, puisqu'on est dans ce contexte-là. Donc ma présentation, en fait, j'ai alterné des planches de la BD avec et j'explique un peu. Et après, on en a affiché à l'extérieur si vous voulez prendre le temps de mieux les regarder. On ne prétend pas qu'il y ait plus de sexisme dans le milieu agricole que dans d'autres milieux, puisqu'en fait, on reste dans ce système hétéropatriarcal qui baigne. Mais le milieu agricole, c'est quand même un milieu qui reste encore très masculin. Et la norme, elle est masculine. Et du coup, s'installer en tant que nana, c'est jamais neutre.
Soit vous êtes glorifié parce que vous arrivez à faire un métier qu'on dit réservé aux hommes, et du coup on vous attend au tournant, notamment quand on fait les manœuvres avec le tracteur. Soit on vous relègue aux tâches molles, les tâches administratives, ou aux tâches invisibles. Voilà. Enfin, les tâches molles, il y a l'accueil à la ferme, les activités pédagogiques, la petite transformation. Et ces tâches-là, du coup, sont dénigrées. Et d'ailleurs, si vous arrivez à faire quelque chose avec le tracteur, tout d'un coup, c'est dénigré. L'année dernière, j'ai réussi à ranger le foin toute seule. Et jusque-là, c'était Gilles donc, qui nous a transmis la ferme qui le faisait. Et tout d'un coup, en fait, c'était nul de rentrer le foin. Il nous a dit, oui, ça, je te le laisse, hein, volontiers. Et la division des tâches, elle est très hiérarchisée, notamment quand c'est un couple hétéro qui gère la ferme. Et c'est encore le cas de 70% des fermes en France. Et en fait, cette division des tâches, elle apparaît très marquée, surtout au moment où il y a une maternité qui arrive. Où là, en fait, c'est la femme qui porte tout. Et en fait, on a plein de témoignages où, au lieu de revoir l'organisation du travail, on rentre dans une répartition très genrée des tâches. C'est-à-dire que, par exemple, la ferme que j'ai reprise, c'est une ferme où il y a une transformation fromagère. La fromagerie était sous la maison d'habitation, ce qui permettait à Véro en fait, de mouler une bassine, de remonter à la maison voir comment vont les enfants, de redescendre faire un peu de vaisselle, des moules à fromage, de remonter lancer un plat au four, pendant que Gilles il faisait d'autres activités qui n'étaient pas entrecoupées comme ça, parce qu'il n'avait pas cette charge mentale-là. Le sexisme, malheureusement ordinaire et quotidien, il se traduit aussi dans les statuts agricoles que les femmes peuvent occuper. Donc aujourd'hui en France, il n'y a que 25% des chefs d'exploitation qui sont des femmes, et c'est un chiffre qui stagne depuis 10 ans. Donc on nous dit que la profession se féminise, mais en fait c'est faux. Ça fait un moment que ça stagne. Et le statut de chef d'exploitation, c'est le seul statut qui donne les mêmes droits, des droits sociaux par rapport à la retraite, au droit à la formation, au congé maternité, aux indemnités journalières quand on est malade. Voilà. Et il y a encore beaucoup d'actives agricoles qui n'ont pas ce statut-là. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que sur une ferme gérée par un couple hétéro, le fait d'avoir un statut équivalent, le fait d'avoir le statut de chef d'exploitation, c'est vu comme une charge, c'est-à-dire qu'on paye des cotisations sociales. Alors que ça devrait être un droit, puisque derrière, ça nous ouvre les droits sociaux que j'ai cités. Et comme c'est souvent monsieur qui est le décisionnaire sur la ferme, du coup, la femme, elle se sacrifie et elle a un sous-statut. Donc ça se traduit par des chiffres. Là, ça se passe au marché de Coux, donc c'est le maire de Coux qui ne s'est pas reconnu visiblement, mais je ne sais pas s'il a lu la BD. Et donc ça s'est passé, la Colline, là, le personnage, en fait, c'est Véro, qui a fait pendant 40 ans du fromage. Alors ce sexisme, il est bien sûr institutionnalisé, c'est pas pour rien qu'il se traduit dans nos vies quotidiennes. Et là, on voit Jo qui arrive au point accueil installation de la chambre d'agriculture et qui n'est pas du tout prise au sérieux parce qu'elle veut s'installer seule pour reprendre une ferme. Et du coup, la personne qui est au point accueil, elle lui dit « Mais votre mari, il pourrait peut-être s'occuper des tâches les plus pénibles. » Voilà. Il y a ce sexisme institutionnalisé, il se traduit aussi par une défiance de la part des banques qui ont plus de réticence à prêter de l'argent aux femmes. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par le réseau des CIVAM et des ADR. Et les propriétaires aussi. Dans le Pas-de-Calais, on a une copine de la commission femmes de la Confédération paysanne qui a dû venir avec son conjoint à l'époque, qui n'était pas du tout sur la ferme, pour faire signer le bail. Le propriétaire ne voulait pas signer à son nom à elle, alors que lui, il n'avait rien à voir avec la ferme. C'est elle aussi qui nous a parlé de la taxe rose, c'est-à-dire qu'elles sont regroupées en maraîchères dans le Pas-de-Calais et elles ont fait faire des devis avec des faux noms auprès des fournisseurs de fournitures pour les maraîchers. Et en fait, systématiquement, les devis qui étaient au nom d'une femme étaient désavantagés par rapport aux devis qui étaient faits au nom d'un monsieur. Soit les délais de livraison étaient plus longs, soit il n'y avait pas les mêmes services après-vente, il n'y avait pas les mêmes garanties, ou c'était plus cher. On fera un article là-dessus un jour. Et il y a un livre qui s'appelle « Le genre du capital », écrit par Sibylle Gauillac et Céline Bessière, qui explique pourquoi, malgré le fait qu'on a des lois en France qui normalement ne sont pas censées défavoriser les hommes en cas de séparation ou d'héritage, pourquoi les inégalités de richesse se creusent en fait. Pourquoi les hommes sont encore plus riches que les femmes en France et pourquoi ils le sont de plus en plus.
Et elles expliquent qu'en fait, il y a des petits moyens pour favoriser les hommes lors des séparations. Donc souvent, ce qui se passe, et c'est le cas pas que des femmes agricultrices, c'est aussi le cas des femmes qui bossent dans l'artisanat, dans le bâtiment, qui ne sont pas déclarées, mais qui font quand même plein de travail administratif ou plein de maintenance. Et au moment de la séparation, en fait, comme elles n'ont pas été déclarées, ce travail-là, il n'est pas reconnu. Et donc, elles repartent avec rien. Et dans les héritages, en fait, elles expliquent, donc elles font des monographies dans la région de Cognac, où en fait, elles expliquent que entre frères et sœurs, par exemple, si les frères et les sœurs travaillaient tous les deux sur la ferme, au moment de l'héritage, le travail qu'a fait le frère est évalué pour qu'il paye moins cher pour racheter la ferme, alors que le travail qu'a pu faire la sœur n'est pas pris en compte. Voilà, elles expliquent tous ces petites astuces chez les notaires. Alors, tout à l'heure, on a parlé des spécificités des femmes rurales, mais il y a aussi les spécificités de femmes rurales paysannes. En fait, la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle, elle est vraiment très floue. Les sociologues parlent même de maisonnée, c'est-à-dire que tout est très intrinsèquement lié, surtout dans le cas où c'est un couple hétéro qui gère la ferme. Dans mon cas, où je suis associée avec une femme et on n'est pas en couple, en fait, on a borné le travail. On arrive à se libérer des soirées, des matinées et des jours de vacances. Et du coup, c'est aussi comme ça que je suis là. C'est Marceline là, qui fait le travail et c'est considéré comme mes jours de congé, en fait. Et du coup, c'est très carré. Mais je voyais bien comme Gilles et Véro s'organisaient où tout était mélangé, en fait, le perso et le pro. Et là, on voit Colline qui est sur son tracteur et en fait, qui a une charge mentale qui l'écrase parce qu'elle pense au repas, au papier qu'elle doit faire, à ses enfants. Et puis en tout dernier, elle se dit mais ça me gratte la fouf, il faut que je prenne rendez-vous chez la gynéco. Voilà, souvent, ça passe en dernier, puisqu'on a l'impression que ce n'est pas nécessaire et urgent. Il y a une étude de la MSA qui montre aussi à quel point les journées des paysannes sont fragmentées. En moyenne, une paysanne fait 28 tâches par jour et un homme 14. Ce qui fait qu'en fait, à la fin de la journée, on a tout et rien fait. Et on ne peut pas dire vraiment on a fait ça, quoi. Et c'est assez fatigant. Les équipements également sont pas adaptés. Là, il y a un podcast qui est sorti récemment sur les ailes qui sont dans le 35 en Bretagne qui se sont organisés pour adapter les équipements au corps des femmes. Bon, là, du coup, je parle des femmes cis. Mais parce qu'en fait, les sacs de ciment, ils font encore 35 kilos. Il faut bourriner pour atteler les prises de force au tracteur. Et du coup, elles expliquent comment elles arrivent à s'aménager plus d'ergonomie, ce qui permet aussi de profiter à tout le monde. Et il y a une étude de la MSA qui explique que 70% des paysannes se font opérer d'une descente d'organes. Ce qui est énorme parce que dans la population française, la moyenne, elle est plutôt autour de 15 à 19%. Du coup, là, on réfléchit aussi à faire des formations sur comment prendre soin de son périnée, en fait, comment moins bourriner dessus. Et les hommes aussi ont un périnée, ça pourra aussi leur servir. Et par rapport au congé maladie et maternité, là, la Confédération paysanne a beaucoup travaillé là-dessus. Et depuis 2019, on a réussi à avoir un congé maternité qui a égalité, depuis 2008, mais il y a des derniers ajustements qui ont été faits en 2019, qui a égalité avec les autres femmes. Mais il reste encore des zones floues. Par exemple, quand il y a une grossesse pathologique et qu'à partir du 6e mois, vous êtes alité, on touche et quand vous avez le statut de chef d'exploitation, vous touchez 28 € d'indemnité journalière par jour, ce qui ne vous permet pas du tout d'embaucher quelqu'un pour être remplacé. Et pareil, l'endométriose a été reconnue maladie récemment, mais on ne sait pas encore comment nous, on peut le faire appliquer en tant que paysanne. Alors, à la commission femmes de la Conf, on a fait un travail aussi pour comprendre pourquoi les femmes, elles ne sont pas engagées ou peu engagées politiquement. Il y a une étude en Bretagne qui montre qu'il n'y a que 30% des élus auprès des instances agricoles qui sont des femmes, et elles occupent principalement des postes de trésorière ou de secrétaire, donc pas des postes de pouvoir. Et à la Conf, on a essayé de mettre en place un système de marrainage, c'est-à-dire de s'entraider aussi, de se briefer pour ne pas être seul quand on arrive élu. Et là, on voit Colline en fait, qui galère à prendre la parole en réunion. Il n'y a pas de règle de circulation de la parole. Quand elle dit quelque chose, elle a l'impression que personne l'écoute. Et quand c'est un mec qui parle, là, tout le monde se tait.
Alors depuis, on a travaillé là-dessus, en prenant conscience que les réunions, c'est encore des espaces faits par les hommes et pour les hommes, ne serait-ce que par les horaires, c'est tard le soir, qu'il n'y a pas de régulation de la parole et que ça devient physique de parler. Et je vous en parlerai à la fin, on a travaillé là-dessus à la conf, on a fait un kit de visibilisation de tout ça, en reprenant du travail qui a été fait par d'autres féministes, d'autres syndicats. Et puis souvent aussi, on ne se sent pas légitime en fait, on met en doute nos compétences et du coup on se dit autant que ce soit quelqu'un de compétent qui aille et c'est pas moi. Voilà. Et le système de marrainage, c'était aussi pour éviter qu'on cherche des femmes au dernier moment la veille des élections professionnelles, pour respecter la parité. Bon, là, on voit Colline, par exemple, au début, les gars, ils se précipitent derrière la banderole pour être interviewés par le journaliste. Et elle parle aussi du sexisme qu'on a tous et toutes intégré. Par exemple, là, c'est un tour de parole où les gens doivent se présenter. Et le mec, il dit, donc voilà, je suis maraîcher, nanana. Et la nana, elle parle pas, elle se présente pas et ça passe directement à l'autre. Et en fait, donc c'est Véro, hein, je la dénonce, qui a engueulé la nana, de dire, mais toi, t'as pas de prénom, tu te présentes pas. Et en fait, elle a regretté d'avoir fait ça parce qu'au final, elle l'a mis mal à l'aise. Mais bon, c'est pas toujours évident d'avoir le bon comportement. En fait, ce qu'elle voulait visibiliser, c'était qu'elle n'avait pas pu parler. Alors, on a parlé des chiffres qu'il y a 33% des femmes en France qui habitent en zone rurale. Et en fait, ça représente quand même 47% des féminicides. Il y a un quart des appels au numéro d'urgence qui viennent de la campagne. Et ça, c'est lié à la précarité économique dont on a parlé au tout début. Là, les chiffres, c'est des chiffres qui datent de 2020 ou 2021. C'est les revenus mensuels des paysans. Donc on est quand même dans la classe paysanne, qui est quand même une classe finalement en moyenne assez pauvre, puisque les hommes gagnent en moyenne 1 138 € par mois et les femmes 800. Et les retraites sont très très faibles. Et cet écart-là, il s'explique notamment par le fait que pendant les maternités, les femmes ne cotisent pas pour la retraite. Et aussi par le fait qu'elles n'ont pas... par exemple, en fait, le statut de chef d'exploitation pour faire un GAEC entre époux, le GAEC, c'est une structure juridique propre au milieu agricole, ça veut dire groupement agricole d'exploitation en commun. Et en fait, entre associés, entre époux, on peut être en GAEC que depuis 2010. Véro, par exemple, elle a travaillé en fait toute sa vie sans statut. Enfin, ou avec un statut de conjointe collaboratrice ou aide familiale. Et du coup, aujourd'hui, elle a une toute petite retraite, parce que finalement, ça fait que depuis 2010 qu'elle cotise, quoi. Et ouais. Bon, là, c'est vraiment la planche où j'ai mis du temps à pas avoir les larmes aux yeux en la relisant, alors que on a remis les phrases de la personne qui a témoigné sans rien changer. Enfin, on a juste changé le système de production, elle n'avait pas des vaches. Mais des témoignages comme ça, en fait, on peut en trouver à l'appel. C'est pas propre aux paysannes, hein. C'est juste que là, il y a encore plus d'isolement parce qu'elle était coincée, en fait, vu que sa ferme, ses enfants, son revenu étaient tout sous l'emprise de son mari. Alors, ce qui bouge, parce que bon, là, du coup, je vous ai parlé de la BD, et dans la BD, on ne fait pas des propositions, on avait juste envie de montrer ce qui se passait, de montrer les témoignages. Mais cette planche-là, c'est la planche du chantier non mixte. Ça fait partie un peu des choses qui peuvent nous booster pour nous retrouver et nous redonner de la force. Et il y a plusieurs échelles d'action. En fait, sur nos fermes, on peut organiser des chantiers non mixtes comme ça, des formations en non-mixité aussi pour reprendre en fait les outils au machisme, reprendre confiance aussi dans le fait de conduire les tracteurs, de pouvoir faire les manips qu'on dit réservées aux hommes. Aussi prendre le temps d'apprendre parce que finalement on l'a pas fait quand on était petite. Et moi, mon père par exemple, il m'a jamais fait monter sur le tracteur alors que mon frère il est tout le temps sur le tracteur. Et c'est des choses que quand on est enfant, on trouve normales finalement, qu'on accepte quoi. Et prendre le temps d'avoir le temps de se tromper aussi. Ça, je pense que si j'avais été associée avec un homme, j'aurais pas osé prendre ce temps-là parce qu'aussi les journées elles sont très chargées, du coup on va aller au plus vite et au plus efficace. Donc autant que ce soit la personne qui sait
qui a les compétences, qui le fasse, quoi. Et dans ma précédente ferme, j'étais associée avec, on était 3 associés, j'étais associée avec un homme et une femme. Et le gars, il était jamais monté sur un tracteur, il n'est pas du tout du milieu agricole, mais pour autant, c'était lui qui montait sur le tracteur, quoi. Et c'était parce qu'il y croyait, enfin, il avait déjà confiance en lui. Donc à la commission femmes de la Confédération paysanne, on travaille beaucoup aussi pour avoir plus de droits sociaux. Donc ça, j'en ai parlé un peu, notamment par rapport aux retraites, aux congés maternité. Et on essaye de travailler aussi pour rendre nos instances et nos syndicats moins sexistes. Donc par exemple, on a obtenu la parité au tiers. Donc, Morgane, elle en a parlé hier. En fait, ça s'est fait au tiers à la conf parce qu'on considère qu'il n'y a qu'un quart des chefs d'exploitation qui sont des femmes. Et la parité, c'est un outil. On l'a vu dans la planche avec Colline où le gars il lui dit « Mais toi, c'est à cause de la parité que tu es là », où il décrédibilise ce que Colline elle peut dire à la réunion. Et c'est pas une finalité. Un jour, on espère qu'on aura plus besoin de la parité, mais pour l'instant, on en a encore besoin. On a mis en place aussi l'écriture inclusive. Et là-dessus, on est soutenu par le comité national et le secrétariat national, mais moi, je suis au comité de rédaction de Campagne solidaire, qui est le journal de la conf. Et on reçoit de temps en temps des lettres de menaces de désabonnement parce que c'est illisible. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des soucis avec le point E. Voilà. Comme quand ils voient KM2, ils doivent dire KM2 et pas kilomètre carré, je pense, dans leur tête. Après, on a repris le travail je crois que c'est les féministes d'une SCOP qui s'appelle L'Orage, qui a écrit un livre qui s'appelle Le langage macho. Et ça a été repris par aussi des féministes de la CGT, de Sud, qui aident à décrypter le langage macho. Et en fait, c'est hyper intéressant. Donc, elles décrivent, je ne sais pas combien de comportements, de types de comportements. Il y en a beaucoup, malheureusement. Mais elles décrivent, voilà, par exemple, là, jouer au coq, draguer, surenchérir, toujours argumenter, toujours contredire. C'est assez intéressant. Et on s'était dit qu'on pourrait l'afficher dans toutes les salles de réunion. Et on aimerait bien monter, donc ça c'est en cours de réflexion, la BAF paysanne, la Brigade d'action féministe. Ça c'est une idée qui nous vient des féministes de Rennes. C'est intéressant aussi de faire les liens entre zone rurale et lutte urbaine, où en fait à Rennes, elles ont monté une BAF pour encadrer les marches de nuit ou encadrer les mouvements, les manifs sans mec cis. Et nous, ce qu'on aimerait bien faire derrière la BAF, ce serait pouvoir aider en fait, les paysannes qui galèrent sur leur ferme et qui sont isolées. Voilà, la paysanne là, dont on a vu le témoignage tout à l'heure sur les violences conjugales, elle a dit qu'elle elle était très très seule en fait. Et si elle avait eu un numéro ou quelqu'un à appeler, ça l'aurait quand même aidé à pouvoir... parce qu'elle a vécu ça pendant 8 ans, à pas rester 8 ans dans cette galère, quoi. Il lui fallait un coup de pouce. Et voilà. Et... On réfléchit aussi à l'écoféminisme, on en a pas mal parlé c'est tout au long du salon. En tout cas, avec les copines paysannes éleveuses, on se demande ça veut dire quoi là je fais une petite ouverture, c'est pas du tout dans la BD, mais ça veut dire quoi être éleveuse et féministe en fait. On se dit contre toute forme d'oppression, d'exploitation, et quel lien on a à nos animaux. C'est quoi l'exploitation en fait? Et notamment quel lien on a au corps de nos animaux, parce qu'on élève surtout des femelles en fait, en tout cas dans les systèmes laitiers. Et du coup on s'est demandé, on s'est dit on peut pas dénoncer les violences gynéco et après bourriner sur nos chèvres quand elles font les chevreaux par exemple. Et c'est aussi alors attention, je suis pas en train de dire que les femmes savent faire accoucher les chèvres parce qu'elles sont des femmes. Moi j'ai jamais accouché, même si Gilles m'a dit vas-y toi t'es une femme, tu vas mieux y arriver. Bon, j'ai jamais accouché ou j'ai jamais accouché une copine non plus, hein. Donc c'est pas dans nos gènes d'aider les animaux à faire leurs petits, mais c'est plus se questionner en fait, se questionner sur accepter d'attendre, se relever la nuit et pas tirer comme ça on est tranquille, après on peut aller regarder le match de foot. Et on a écrit un texte sur l'écoféminisme paysan. Je voulais vous en lire un petit bout. Donc c'est la commission femmes de la conf qui l'a écrit. C'est plus une note d'intention. On aimerait continuer de travailler là-dessus parce que justement, je pense qu'au début, on a un peu entendu parler d'écoféminisme via la Via Campesina et ça nous a un peu échappé. Et c'était plutôt les féministes urbaines qui en parlaient. Et en fait, on s'est dit que nous, les paysannes aussi, on pouvait participer à ce grand mouvement, à cette réflexion. Et puis, on a vu aussi que derrière l'écoféminisme, il y a plein de féminismes différents.
Parce qu'en fait, être féministe, c'est bien de se déclarer féministe. Enfin, maintenant, c'est plus un gros mot, enfin, j'espère. Mais en fait, il y a plein de féminismes différents. J'avais pu participer, c'était des sénatrices qui avaient interrogé des femmes de différents syndicats agricoles pour leur demander qu'est-ce qu'elles faisaient en tant que féministes. Et du coup, il y avait tous les syndicats qui étaient là. Et il y a eu un moment d'utopie où je me disais oh, c'est génial, en fait, on va dépasser nos clivages politiques, on va toutes se dire féministes. En fait, pas du tout. Alors, c'était intéressant de voir que, du coup, je me rappelle plus de son nom, mais la femme qui était responsable de la commission femmes de la FNSEA, parce qu'elles ont aussi une commission femmes, elle, c'était son truc, c'était limiter le statut de conjointe collaboratrice dans le temps. Bon, en même temps, c'est facile parce qu'il y a beaucoup de fermes. Parce qu'en fait, ce statut-là, c'est un statut qui est majoritairement occupé par les femmes, je crois à 80%. Et d'ailleurs, quand on remplit le formulaire, c'est directement accordé au féminin. Vous pouvez être que conjointe collaboratrice, messieurs. Désolée. Et du coup, c'est la loi Pacte qui est passée depuis. Et la limiter dans le temps, c'est pour booster en fait la ferme à faire en sorte que les deux personnes aient un statut. Donc soit que la femme devienne salariée ou encore mieux qu'elle ait le statut de chef d'exploitation. Mais c'est pas toujours possible parce que ça débouche quand même sur des cotisations sociales assez élevées. Mais ça, c'est pas le problème des femmes, c'est le problème général de l'agriculture, quoi. Donc elle, c'était ça son fer de lance. Après, il y avait la coordination rurale qui nous a lu un texte sur comment les femmes avaient lutté pendant la Seconde Guerre mondiale. Et après, il y avait la nana des jeunes agriculteurs qui, elle, a dit qu'il n'y avait pas de problème. Voilà. Mais c'était drôle de voir qu'il n'y avait pas le mot patriarcat ou même sexisme qui était prononcé. Donc non, je pense qu'on ne pourra pas s'entendre, en fait. Et que les clivages politiques, ils transpirent aussi dans nos féminismes. Voilà. Alors, je vous lis un bout de ce texte. C'est pas très long. Nous, femmes paysannes et travailleuses de la terre. Et oui, parce que dans l'Isère et en Bretagne, elles ont organisé les congrès des travailleuses de la terre. Donc ça, c'est peut-être que l'Ourama deviendra le congrès des travailleuses de la terre. Et c'était sur 2 jours où on abordait tous ces thèmes-là. Il y avait des ateliers aussi, donc en mixité et sans mexis. Il y avait des ateliers aussi pour faire les manœuvres avec les remorques, le tracteur, mais aussi prendre soin de son corps et des ateliers de discussion. Et voilà, c'était vraiment, vraiment chouette. C'est quelque chose qu'on aimerait bien étendre à d'autres départements aussi. Donc nous, femmes paysannes et travailleuses de la terre, membres de la Confédération paysanne, affirmons jouer un rôle majeur dans la transformation du monde agricole. La lutte des femmes rurales féministes vise à établir une nouvelle relation émancipatrice entre les êtres humains et la nature, en valorisant l'agriculture paysanne, en remettant en question le processus d'exploitation des terres et de l'eau, de l'extractivisme, mais aussi en portant et en accompagnant des luttes fertiles contre l'agro-industrie écocide, la déforestation, contre le nucléaire et l'oppression des peuples. En tant que paysannes, nous adhérons pleinement à l'idée chère aux écoféministes que toutes les injustices et dominations sont liées, et sommes fiers de combattre et de déconstruire celles qui pèsent sur le monde paysan, d'ici et d'ailleurs, et qui pèsent sur l'ensemble de la société, bien au-delà de la seule sphère agricole. C'est dans ce sens que nous œuvrons pour la reconnaissance des droits des paysannes avec ou sans statut, des salariées permanentes, des saisonnières, des travailleuses migrantes sans papier, car tout ce travail jusqu'à aujourd'hui invisibilisé contribue fortement à la viabilité des fermes. Oui, parce que quand même la base de l'écoféminisme, c'est de dire que si les fermes elles marchent aujourd'hui, c'est qu'elles sont quand même basées sur l'exploitation d'un travail domestique non rémunéré. Notre féminisme est écologique, paysan et populaire. Il se veut solidaire des opprimés, des exploités et comprend profondément que l'exploitation des femmes et des minorités est intrinsèquement liée à l'exploitation industrielle de la nature et de ses ressources, par le capitalisme et le patriarcat. L'écoféminisme paysan et populaire veut avant tout célébrer la vie, notre rapport sensible au monde et se reconnaître comme vivante parmi le vivant, pour amener à une entière valorisation d'une agriculture autonome, durable, nourricière et résiliente, qui régénère les sols et mise sur les alliances et les coopérations entre espèces. Et ça, c'est un plus, parce qu'on est en train d'introduire ces réflexions-là avec la Commission Femmes, c'est prendre en compte la diversité du genre paysan. C'est des réflexions qui viennent de la Via Campesina, qui est quand même plus en avance que la Conf. Il est temps de parler de la diversité du genre paysan. La vie rurale est souvent difficile, faite de sacrifices, de règles écrasantes et d'isolement social. Elle est encore plus difficile quand on est trans, pédé, gouine ou de toute autre identité sexuelle et de genre, au-delà de l'hétéronormativité. Colorons la lutte, cassons les stéréotypes ruraux traditionnels.
on voulait aussi vous montrer que dans la BD, on a beaucoup de planches contemplatives où on parle, parce qu'on n'est pas que des galériennes aussi, on adore nos métiers. Et moi, en tant qu'éleveuse, ce qui me booste dans ma vie, c'est aussi le lien que j'ai avec les chèvres. Et du coup, là, c'est Colline qui a fini sa journée, elle est fatiguée, elle a mal au dos, elle va voir ses brebis. Et elle leur demande si elles l'aiment. Donc forcément, elles répondent oui. Enfin, nous, on a l'impression qu'elles répondent oui. Peut-être qu'elles disent juste « j'ai faim ». Et voilà. Je voulais laisser pas mal de temps aux échanges avec vous. Et puisque on est à l'Ourama, j'aimerais bien qu'on donne la priorité aux femmes pour parler. Il suffit de lever le doigt. Je vais quand même juste dire d'où je parle, parce que donc Cécile, moi je m'intéresse particulièrement aux questions sociales et surtout aux questions foncières en ce moment parce que mon temps syndical est limité, mais je travaille beaucoup à la commission sociale de la Confédération paysanne et quand je peux, mais je reçois tous les mails de la commission femmes, je participe au groupe femmes. Je voulais juste relativiser l'histoire du revenu en agriculture, puisque quand même encore aujourd'hui, la plupart des outils de production appartiennent aux paysans et que c'est un certain capital. Et que quand on parle du revenu paysan, il faut le relativiser au regard du capital détenu par les travailleurs et les travailleuses de l'agriculture. Voilà, c'est pas si simple. Et l'autre chose, c'est qu'il y a aussi ce qu'on peut appeler des revenus cachés. Non pas qu'on cache le revenu pour le cacher, mais par exemple, j'ai un exemple en tête. Nous, quand on taille nos haies sur la ferme, ça nous fait du bois de chauffage. Voilà, ça, c'est pas quelque chose de marchand, c'est présent sur la ferme, on utilise le matériel de la ferme pour le faire, alors que ça va être utilisé pour fournir l'énergie du foyer. Et du coup, il faut relativiser ça c'est surtout que, oui, il y a une certaine forme de capitalisation en agriculture, et que souvent, quand même, c'est pas que ça rééquilibre, mais il faut en tenir compte quand on parle du revenu en agriculture. Surtout, justement, je fais le lien, justement, avec le fait qu'il y a des outils fiscaux qui sont, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui sont dramatiques en fait, parce qui contribuent plus à la capitalisation plutôt qu'à faire du revenu paysan et du revenu différé à travers nos cotisations sociales pour nourrir nos systèmes de retraite, entre autres. Et si aussi on a des cotisations, des indemnités journalières au ras des pâquerettes, il y a deux raisons. C'est que le monde paysan et la FNSEA ne veulent absolument pas augmenter les cotisations sociales pour augmenter les droits. Mais il y a aussi une culture que la cotisation sociale est une charge. Non, ce n'est pas une charge. Voilà, c'est de changer. Là, c'est vraiment une vision du monde avec toute une batterie de conseillers, comptables, notaires et j'en passe qui conseillent pour dire non, c'est une charge. Voilà, bon. Et du coup, c'est ignorer les systèmes sociaux de redistribution, de répartition et de revenus différés. Et par rapport au genre du capital, c'était juste d'approfondir juste un peu le sujet de ce que tu as soulevé tout à l'heure, Céline. C'est que au-delà des arrangements d'optimisation au moment des héritages ou du partage en cas de séparation, au-delà de l'invisibilisation du travail des femmes, qui est vraiment important quand on fait les comptes, si j'ose dire, il y a quelque chose, ça c'est très bien décrit par les historiennes, c'est comment les femmes ont été privées du capital en fait. C'est-à-dire qu'au moment de l'héritage, quand il y a un outil de travail à transmettre, on fait le calcul, on dit, bon, pour donner un exemple, je dis ça vaut 200 000 euros. La ferme, elle vaut 200 000 euros. Ou l'entreprise de maçonnerie vaut 200 000 euros, que sais-je. Bon. Bien souvent, dans une fratrie, bien souvent, et là c'est notre culture
genré, c'est l'homme, enfin le garçon, dans la fratrie qui va reprendre la structure. Et du coup, on fait le partage, ça fait 200 000, tac, et bah du coup, c'est le frangin qui reprend les 200 000 euros, et on va filer 200 000 euros à la frangine. Je fais un truc simple pour expliquer. Mais en fait, rien que ça constitue une inégalité dans la transmission. Parce que le garçon a l'opportunité, avec ses 200 000 euros d'un capital économique, de développer quelque chose, alors que la frangine, elle a 200 000 euros. Bon, ok, sonnant et trébuchant, elle va s'acheter une baraque ou je sais pas quoi, mais elle va pas développer son travail ou développer éventuellement, alors ça va pas trop nous plaire, mais en tout cas prospérer à partir d'un capital, ça va pas lui, et du coup finalement ça lui donne une inégalité aussi et aussi que le capital est genré. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. Oui, elle décrit même des systèmes de comptabilité inversés, c'est-à-dire que la ferme, normalement, elle devrait valoir 200 000, mais le garçon, il ne peut pas payer 200 000. Et du coup, on va baisser la valeur de la ferme. En plus, les prix des fermes, c'est unique, il n'y a pas vraiment un marché immobilier des fermes. Et pour revenir effectivement sur les revenus, malheureusement, comme ces revenus sont si faibles, les paysans comptent aussi sur cette capitalisation au cours de leur vie. Et le jour où ils vendront la ferme, là, ils auront plein de sous sur leur compte. Mais du coup, ça te pose la question que tu as soulevée, qui possède le capital ? Voilà. Par exemple, il y a une copine, là, ses parents ont bossé ensemble paysans toute leur vie. Et en fait, sa mère, elle n'a pas été chef d'exploitation. Maintenant, ils sont à la retraite. Donc, elle a une toute petite retraite. Et en fait, tout l'outil de production, il appartient à lui. Et en plus, il se trouve qu'il ne s'aime plus. Mais elle ne peut même pas quitter son mari, en fait. Elle est trop coincée économiquement, quoi. Bonjour. Moi, je voulais revenir sur la question de la violence dans les relations hommes-femmes, que ça soit à l'intérieur du couple ou à l'intérieur d'une vallée, par exemple, ou à l'intérieur d'un village. Et je me demande comment on peut, à l'intérieur d'un village, dépasser l'organisation du village, l'histoire du village, pour arriver à trouver des alliés pour réfléchir sur la question de la dénonciation de la violence. Et ce que je vois autour de moi est assez inquiétant, parce que je vois plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la démission que de l'ordre de la création. Je ne sais pas si tu peux donner des exemples où toi tu vois où ça avance. Oui, je rejoins complètement ton témoignage parce qu'on manque tellement d'anonymat dans nos villages. Et en plus, il se trouve, là, dans le témoignage dont j'ai parlé, son mari, il était élu, je ne sais pas quoi, c'était genre la SAFER, enfin tout est très... Il n'y a pas que il y a la domination, les violences conjugales, mais après les violences plus systémiques qui se traduisent par une forme de cooptation, en fait, d'un espèce de boy club où en fait si ton agresseur c'est un élu de la SAFER et en même temps ta ferme a besoin d'acheter tel terrain, tu as encore moins de chances de pouvoir dénoncer la personne, quoi. Et c'est là-dessus qu'on aimerait travailler avec la BAF, parce que en fait on a trop de témoignages de nanas qui effectivement finissent par démissionner, et là, comme dans le témoignage, elle a dû partir, elle a dû quitter sa ferme et tout laisser, et du coup en plus elle est repartie à poil, quoi. Elle avait rien, sans sous. Mais oui, c'est vraiment je pense que c'est vraiment le point sur lequel et quand on avait fait là à Bure, on est allé parler aussi du féminisme paysan, et en fait donc moi je suis en Ardèche, où on a l'impression que c'est assez dynamique aussi socialement, où on a pas mal de groupes de parole en non-mixité, tout ça. Mais là il y avait une nana qui témoignait, qui était dans le Jura, je sais plus où, et elle disait qu'elle se sentait tellement seule, et en plus il y a de moins en moins de fermes dans les villages.
Et du coup, on se disait peut-être aller voir, pas compter que sur les autres paysannes du village, mais aussi les autres femmes, voir si c'est possible de se retrouver. Mais c'est sûr que c'est vraiment... c'est compliqué parce que ça remet en cause toute l'organisation sociale d'un lieu, quoi. Il faut le faire, hein. Mais en fait, il faut être hyper courageuse, quoi, ouais, c'est sûr. Voilà, la personne qui a témoigné, oui, effectivement, comme tu dis, elle a démissionné, ouais, c'est le mot. Bonjour, merci pour ta présentation. Moi, je voulais te demander, est-ce que justement vous investissez les formations agricoles pour parler de ces questions-là? Et est-ce que c'est des sujets qui avancent dans les formations agricoles ou pas du tout? Oui, maintenant, c'est ce qu'on aimerait plus faire. Donc, on est intervenu à Montmoreau, dans le Jura. Et les élèves étaient à fond. Il et elle avaient préparé des sketchs pour remettre en scène la BD et tout. Et après, auprès des plus jeunes aussi, à la ferme, on a fait venir un collège. Les profs étaient très motivés. Ils avaient fait une semaine sur le thème des discriminations de genre. Du coup, on avait pu faire 2 groupes non mixtes pour faire parler les élèves aussi, que entre nanas ou que entre mecs. Et d'ailleurs, pendant cet après-midi-là, on avait fait circuler les planches plastifiées pour faire des petits groupes de parole. Et il y a un des petits garçons qui a mis le mot viol sur la planche de violence conjugale, alors qu'on ne prononce pas ce mot, il n'est pas écrit dans la BD. D'ailleurs, on l'a réalisé à ce moment-là qu'on ne l'avait pas dit. Bon, après, comme on a repris les témoignages de la personne, je pense qu'elle n'utilise pas ce mot. Voilà. Mais oui, on pense que c'est important de se tourner aussi vers les plus jeunes, quoi. On l'a pas encore assez fait, je pense. Il faudrait qu'on... Et puis, je pense qu'il faut que ça essaime. On est plein à pouvoir le faire, en fait. Il n'y a pas que les autrices de la BD, mais c'est clair que c'est intéressant de pouvoir se rapprocher des profs de lycée agricole ou de collège pour pouvoir aménager un temps là-dessus. Déjà que les 3 heures par an d'éducation à la vie sexuelle et affective ne sont pas respectées dans les collèges. Mais je pense, oui, c'est important de le faire. Pour donner des modèles aussi, d'autres modèles, je trouve que c'est chouette aussi. Enfin, moi, j'aurais bien voulu voir des femmes paysannes quand j'étais plus jeune, parce que quand je me suis installée, oui, clairement, on m'a dit que c'était pas un métier pour les femmes, quoi, alors que je suis pas très vieille. Enfin, on dirait que je parle comme si c'était dans les années 60, mais en fait, c'est récent. Et du coup, ouais, c'est super important, je pense, d'aller aussi vers les jeunes pour parler de tout ça. Même si finalement, je pense qu'ils vont être un peu plus... Enfin, j'espère que ça change, c'est en train de changer, je pense, et qu'ils seront déjà plus avertis que leurs aînés. Mais du coup, ça me pose la question surtout maintenant, puisque la transmission est hyper importante et qu'il y a probablement un manque énorme d'informations sur les vieilles générations, comment on peut aborder ce sujet, parce qu'on pourrait leur offrir à tous la BD, mais ce serait peut-être pas suffisant. Du coup, est-ce qu'il existe, je sais pas, des conférences, des formations même au moment de la transmission pour qu'ils se remettent en question en fait au moment de ou avant, pour préparer la transmission, je sais pas. Oui, c'est une bonne idée. En fait, on pense toujours aux jeunes, mais il faut aussi changer les vieux. Mais oui, c'est vrai. Je pense à l'ADR, organise beaucoup de formations sur la transmission des fermes. Et en fait, carrément, on pourrait leur dire qu'il y a aussi une attention accrue là-dessus. En plus, on ne s'en rend pas forcément compte quand on reprend la ferme. Par exemple, Marceline et moi, on a repris la ferme derrière Gilles et Véro. Et c'est petit à petit, en écrivant la BD, que j'ai pris conscience des comportements machos de Gilles, alors que ce n'est pas le pire des machos, en fait. Mais comme plein de mecs avec qui on vit, hein. C'est pas les... Là, le personnage de Pierre et Georges dans la BD, donc Pierre, c'est le mari de Colline. Et en fait, d'une certaine manière, il est attachant. Hein. Et on vit avec, mais... C'est Eva Illouz, une philosophe sociologue, qui parle de ça. De comment c'est marrant, c'est drôle cette forme d'oppression dans les couples hétéros où on est amoureux de notre oppresseur, amoureuse de notre oppresseur. Ouais. Mais oui, c'est une bonne idée, j'en parlerai à la DAR.
de faire attention à ça. Après, avec la BD, ce qui était chouette, c'est que quand Gilles il nous sortait des petites phrases macho, par exemple, une fois, je m'étais enfilé une grosse écharde sous l'ongle, il m'avait dit « Oh, tu veux un gant à fleurs ?» J'ai dit « Attention, tu vas être dans la BD !» Mais bon, ça reste limité comme réplique, et puis je pense qu'au bout d'un moment, on arrêtera quand même de parler de la BD. Et du coup, je rebondis aussi, c'est une autre idée. Est-ce que les hommes qui sont sensibles à ça, ils pourront peut-être aussi avoir un rôle pour qu'eux-mêmes fassent le boulot du coup dans ces générations-là, justement, de passer le mot, entre guillemets, voilà, sensibiliser, quoi. Parce que les femmes qui iraient voir parce que si on part du principe que justement dans les vieilles générations, il y a beaucoup d'hommes, peut-être que c'est à eux de faire aussi le job, parce qu'une femme pourrait être hyper intimidée, enfin elles vont pas, voilà, enfin je sais pas si c'est clair, mais Oui, si, je trouve que cette question elle revient souvent en fait, surtout dans les présentations mixtes, et souvent les gars ils se grattent un peu la tête quand on leur dit ça, parce que c'est plus facile. Déjà ne rien dire, c'est pas cautionné, quoi, quand il y a des blagues un peu limite sexistes, mais ouais, ce serait chouette qu'il y ait aussi ça, que ce soit pas toujours aux femmes de le visibiliser. En plus, ce qu'on a voulu montrer aussi dans la BD, c'est que après, on nous traite d'hystériques, quoi, parce qu'en fait, on en accumule tellement dans la journée que la dernière petite goutte qui tombe, qui peut être une phrase qui semble anodine, détachée du contexte, elle nous fait sortir de nos gonds. Et ouais. C'est vrai qu'on pourrait le poser, en fait, en début de... On pourrait le poser dans des groupes mixtes. De demander aux gars de faire attention aussi à ça. Je vais donner la permission quand même de prendre la parole, non? Non, mais je veux apporter un contre-exemple là. Mais ça remonte quand même à un certain nombre d'années où, moi, c'est personnel, enfin moi je suis fils de paysan, mais je ne suis pas paysan, mais j'ai vu mes parents travailler, donc ma mère toujours à la maison, donc elle n'était pas du tout à l'extérieur, mon père toujours, il faisait les marchés, tout cela, mais les sous, à la fin, c'était toujours ma mère qui les gardait, qui les comptait, enfin bon. Et je reviens surtout à la retraite. Donc mes parents, ils ont pris la retraite dans les années 70. Et ma mère a eu la même retraite, qui n'était pas si négligeable. Donc pourtant, c'était une pas grosse ferme. Et pour quelle raison la MSA a changé le truc? Parce qu'à l'époque, je sais pas, ils sont arrivés en tout cas à avoir la même retraite. Ma mère même quelques euros de plus, ou quelques francs à l'époque de plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? T'as une idée, Cécile? Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr de ça? Ou alors aucun des deux était déclaré? Ils avaient un genre de minimum vieillesse, non? Je suis désolée, je peux pas. Là, j'ai pas d'explication. Non, je pense pas. Hein. Je pense pas qu'on. Tu veux répondre sur la... Ouais, moi j'ai un peu des doutes sur votre témoignage, en fait. Non mais c'est pas, non mais au sens où souvent dans les familles, bon bah voilà, il y a la retraite qui tombe, comme c'est un couple qui tient encore tout ça, il y a un revenu qui tombe pour le couple et on regarde pas avec précision en fait qui est le bénéficiaire, quoi. Donc voilà, après mais voilà, en fait, au cours de l'histoire, il y a qui n'est pas satisfaisante, mais il y a une amélioration de la condition des femmes. C'est pas la fête, hein. Mais Après, on peut. Non, mais après, on peut toujours trouver des contre-exemples, mais c'est intéressant.
pourquoi pas, hein, sûrement c'est vous qui savez. Mais ce qui compte, c'est ce qui se passe dans la majorité des cas, quoi. Voilà. Moi, je m'excuse, mais je mets aussi un petit doute. Je ne suis pas sûre qu'il n'y ait qu'une retraite MSA. Parce que franchement, les retraites MSA agricoles féminines, il n'y en a pas. Oui, il y a un peu de salariés. Et franchement, les retraites salariées, quand on les voit par rapport aux retraites MSA, ça fait rêver. Donc, je suis pas. Voilà, faudrait vraiment se renseigner parce que franchement, les retraites MSA, surtout pour les femmes, quand elle a parlé de conjointe collaboratrice, mais avant on était conjoint, on n'était même pas conjointe collaboratrice. C'est encore différent. Hein, on était ayant droit. Donc effectivement, les trimestres ils comptent, mais ils sont zéro. Ils sont multipliés par 0. Voilà. Ça, faut quand même le savoir. Oui, c'était ayant droit à rien en fait. Oui. Ouais. Et je propose que, enfin, on n'a pas d'expert de la MSA, voilà, et qu'on passe à d'autres questions. Ah, je ne suis pas experte en MSA, j'y connais rien. Donc, désolée. Hein. Alors, si on m'a donné le micro pour ça, non. Alors, moi, c'est juste... alors, bonjour, moi, je m'appelle Cathy. Alors, en fait, je ne suis pas du tout ni paysanne, ni fille de paysanne. Je suis fille d'aide-soignante. Voilà, je suis basque, j'ai toujours vécu ici, voilà, pour me présenter. Alors moi, la question que je me pose, c'est par rapport à tout ce que j'ai vu, désolée, je lis mes notes, c'est pour aller au-delà de l'Ourama, parce qu'il y a l'Ourama, mais après tout le reste, dans la prise de conscience des gens, du fait, alors j'irai même au-delà de la condition paysanne, de la condition de la femme en général, parce que j'ai l'impression, et dans mon métier, je constate souvent, c'est que déjà la femme, la discrimination dans mon métier, comment dire, j'y ai affaire tous les jours, hein, que ce soit pour les personnes que j'accompagne, que même pour mes collègues, etc. Comment faire pour que, au final, même les femmes ne cautionnent pas directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment, le fait que une femme, elle a toujours moins sa place ou moins le droit à la parole qu'un homme. Je prends un exemple tout bête. Comment on appelle de nos jours un homme qui a comme compagne une femme beaucoup plus jeune que lui, Batman ou Superman, ce que vous voulez, et l'inverse. Il y a un terme pour désigner ça. Mais rien que ça, je pense, c'est déjà le fondement même de l'inégalité entre hommes et femmes. Et il y a des femmes qui sortent ce mot-là, je ne sais pas comment elles font, mais enfin bref. Alors comment est-ce qu'on peut aller au-delà, de ça, tout simplement. Ça ne m'étonne pas qu'ensuite, dans le monde paysan, franchement, je vous avoue que je découvre aussi, je trouve pas mal de choses, et je suis très complexée de ne pas avoir eu connaissance avant de la condition paysanne quand j'ai appris que les congés maternité étaient de 14 jours et qu'il avait été accordé en 2019, ça craint, quoi. C'est... Ah bon, c'est en 80, je crois, ou 76. Ouais, mais déjà 80, c'est déjà pas mal, quoi. Mais oui, en plus, il n'y a que 60% des femmes aujourd'hui qui prennent le congé maternité. Sur un métier paysannes. En plus, et sur un métier hyper physique, difficile et compagnie. Enfin bon, bref, voilà. Donc c'est plutôt des constats que j'ai à faire. Alors comment est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens ? Alors il y a la question de l'éducation aussi. L'éducation, moi je me souviens quand j'étais gamine, il y a un petit moment quand même, où tout ce qui était métier manuel, alors l'agriculture, c'était même pas la peine d'en parler, tout ce qui était métier manuel, oulala, fallait surtout pas s'orienter vers ça, parce que c'était entre guillemets, des sous-métiers, c'était la honte, même les familles, c'était pas possible. J'ai l'impression que, quelque part, ça continue. Voilà, comment faire pour revaloriser tous ces métiers-là, déjà de une, et la position de la femme là-dedans, et puis l'égalité de traitement et de salaire à tous les niveaux, et qu'en fait, nous, en tant que citoyens, on puisse aussi porter cette parole au-delà de l'Ourama, quels leviers on peut activer, qui on peut interpeller. Parce que moi, déjà, première chose que j'ai faite hier soir, c'est de dire, mais tu te rends compte que le congé maternité, 14 jours pour les femmes paysannes, mais c'est... Et quand j'en parle, les gens me regardent en disant, non mais c'est pas possible. Oui, c'est possible.
Comment est-ce qu'on peut faire prendre conscience de tout ça, que l'agriculture paysanne, c'est ce qui va nous sauver, nous sortir de la merde dans laquelle on est engagé, le vivant, le respect du vivant, etc., que c'est essentiel. Et pour autant, c'est l'essentiel de nos vies, et pour autant, ça paraît un détail. Non, c'est pas un détail, c'est... Enfin voilà, pardon. C'est tout ce que j'avais à poser comme question. Il y a beaucoup de questions dans ma question, au final. Il faut divulguer les bonnes informations. Alors aujourd'hui, le congé maternité pour les femmes, il est similaire au régime général, en fait. Alors, c'est pas complètement comparable, effectivement, sauf quand il y a une grossesse dite pathologique, j'aime pas trop le terme, enfin bref, quand il y a des problèmes au moment de la grossesse, il y a pas, là, on n'est pas similaire au régime général. On tombe sous le coup maladie tout court, et comme la maladie en agriculture pour les travailleurs de l'agriculture, enfin les paysans paysannes, quel que soit le statut d'ailleurs, conjointe ou chef, voilà, on n'a pas une super couverture, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, le monde paysan, on est aussi responsable en fait. Enfin, la corporation agricole et la FNSEA en premier en est très responsable. Eux, ils pensent MEDEF, charges, etc. Et du coup, aujourd'hui, le congé mat, si on met de côté quand c'est une pathologie, on est exactement égal au régime général. À ceci près que quand on veut accéder au congé maternité, il faut trouver du remplacement. Et c'est là que c'est plus compliqué en fait, parce que, eh bien, on est irremplaçable quand même. Non, je dis ça en rigolant, mais à ceci près que, voilà, ça c'est vraiment compliqué, ça dépend du boulot, enfin, des fermes. Par exemple, si je donne l'exemple de la Franche-Comté, où on a un service de remplacement qui est quand même hyper performant pour aller sur les fermes laitières, avec des gens qui savent traire, qui vont savoir faire les foins et tout, pour venir remplacer sur quelqu'un qui ferait du caprin en transformation fromagère, et ben là, il n'y a personne, quoi. Donc c'est à nous de trouver, parce que c'est possible, hein, par le service de remplacement, de trouver pour aller trouver quelqu'un. Voilà. Ça, c'est la difficulté. Et l'autre chose, alors ça fait débat en interne de la conf, est entré en vigueur dernièrement, le fait d'avoir un autre choix, plutôt que de se faire remplacer, avec une prise en charge pratiquement à 100%, si on met de côté la CSG, RDS, je ne rentre pas dans les détails, de toucher une indemnité. Et ça moi, après c'est un débat, hein, mais moi, je l'ai vécu comme un recul social. C'est-à-dire que à un moment donné, vous pouvez pas vous faire remplacer, ou c'est un peu compliqué, tout ça, eh ben, vous pouvez bénéficier d'une indemnité journalière plutôt qu'un remplacement. Et là, du coup, bim, on est tombé dans les travers de tout ce qu'a décrit Céline, quelque part une invisibilisation, encore une fois, du travail des femmes. T'as pas besoin de te faire remplacer, on va toucher l'indemnité. Donc ça veut dire, tu faisais quoi? Tu faisais rien avant. Et du coup, il n'y a pas un vrai remplacement. Il n'y a pas un vrai remplacement et un vrai soulagement sur la ferme. Et c'est presque de l'ordre de la tragédie. C'est-à-dire qu'en plus, une ferme en difficulté dit il faut mieux toucher l'indemnité parce qu'on a besoin d'un peu de fraîche plutôt que de quelqu'un qui va venir remplacer sur la ferme. Donc ça, c'est une forme de, moi je trouve, de recul social, quoi. Mais voilà, c'était juste. Oui, et encore aujourd'hui, il n'y a que 60% des paysannes qui se font remplacer pendant leur congé maternité. Il y a une copine de la commission femmes, on a le même âge, hein, et qui était à son 8e mois de grossesse en train de faire des travaux sur son toit. C'est hyper dangereux. Et pour revenir à ce que tu dis, en fait, ce que tu dénonces là, c'est une forme de sexisme intégré, en fait, que malheureusement on a tous et toutes parce qu'on naît et on grandit et on vit dans ce système patriarcal, quoi. Et du coup, c'est vraiment un travail de longue haleine. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus s'épuiser là-dedans. On n'est pas des super-héroïnes, c'est aussi ce qu'on voulait faire dans la BD. On ne voulait pas que ce soit des super-woman nos trois personnages. Mais c'est sûr qu'on en prend conscience tout le temps. Enfin, ouais. J'ai pas de... À part d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à lutter, et que ce soit tout le temps. Bah ouais, on se demandait hier si l'Ourama
Est-ce que chaque année, il y a tous les slogans féminisme paysan qui sont affichés? Est-ce que l'année prochaine, ce sera encore le cas? Est-ce que c'est acquis maintenant qu'à chaque fois, on affiche la charte contre les violences sexistes et sexuelles à l'entrée? Peut-être ça le sera. Ce qui m'estampe quand même, c'est par rapport au nombre de visiteurs qu'il y a à l'Ourama. Je vois la queue qu'on fait là pour... voilà, comme c'était blindé hier, je trouve qu'aux conférences, quelque part, il n'y a pas grand monde, proportionnellement au nombre de visiteurs. Donc ce qui veut dire que quelque part, par rapport au nombre qu'il y a, je ne sais pas combien il y a de visiteurs, je ne sais pas combien on a prévu de visiteurs sur les 20 000 visiteurs. Moi je vois, j'ai assisté à toutes les conférences, ça m'intéresse énormément. Il n'y a pas grand monde au final. Donc, alors à part avoir un mouton, enfin, je sais pas. Est-ce que vraiment les personnes sont sensibles à ça? Alors je vais répondre un petit peu sur l'Ourama, puisque je fais partie de l'organisation. L'année dernière, il y a eu pour la première fois une présentation un peu du travail d'Andelenaya, un collectif, enfin il y a des gens ici qui ont travaillé à ça, et c'était la première fois. En plus, le sujet, c'était la montagne. Donc, on essaie de trouver un sujet sur lequel on parle d'agriculture paysanne. C'est quand même l'objectif numéro 1. La décision a été prise... non, mais on fera... la question de la femme, on va la mettre au centre en 2023. Et ce qui sera les années prochaines, je ne sais pas dire. Mais j'ai du mal à imaginer qu'il y aura une marche arrière. Enfin, je veux dire qu'il y a des logiques qui vont, enfin je parle là tout seul en fait, mais je pense qu'il y a des logiques qui vont se mettre en place, en tout cas que ce sujet-là, il ne soit pas juste en 2023, puis après on passera à autre chose définitivement. J'avais une demande de parole ici. Qui est périmée maintenant, mais ça fait rien. J'avais juste une petite info, mais qui date à l'époque, parce que je m'étais un peu intéressée à la question, en 77, quand je crois que c'est à cette date-là que le congé maternité pour les agricultrices avait été instauré, si je ne me trompe pas. Ils s'étaient rendu compte qu'ici, dans le département, 3 ans après, seulement 3% des femmes l'utilisaient. Et ils avaient dépêché une sociologue qui s'appelle Geneviève Blaise pour essayer de cerner un peu quelles étaient les causes de ce non-fonctionnement. Et je sais qu'elle avait circulé notamment en Pays Basque intérieur sur la haute vallée de Baïgouri, tout ça. Et une des causes qu'elle avait soulevées, que vous avez vous-même évoquées aussi, il y en avait 3 entre autres, mais une, c'était que les femmes, elles avaient tellement une perception tellement floue du travail qu'elles menaient à l'intérieur et à l'extérieur, qu'elles ne savaient pas quelle partie de leur travail donner au remplacement, à celui qui viendrait ou à celle qui viendrait la remplacer. Et les 2 autres raisons importantes étaient liées à l'époque au fonctionnement un peu de la famille souche. Il fallait faire rentrer quelqu'un dans l'intimité de la maison, c'était plus culturel. Et puis si les femmes rentraient du coup à la maison, les jeunes mères, parce qu'on les remplaçait à l'extérieur, du coup les grands-mères qui elles s'occupaient de l'intérieur, du coup étaient un peu destituées de leur fonction. Bon, il y avait des raisons comme ça, plus après culturelles, liées au fonctionnement mais voilà, depuis bien sûr ça date, ça a changé, mais c'est intéressant de voir comment parfois on est nous-mêmes les obstacles au changement, mais la culture aussi, notre culture. Oui, c'est intéressant. Il y avait pas mal de témoignages aussi récents où en fait la personne qui vient en remplacement, elle fait des travaux supplémentaires, du bois, des travaux, plutôt que de remplacer les travaux qui sont réellement faits par la paysanne, quoi. Oui. Bonjour, je ne suis pas paysan, mais je côtoie régulièrement ce milieu-là. Et la question que je me posais, parce que j'ai beaucoup échangé avec quelqu'un que j'héberge actuellement qui vient sur l'Ourama et qui est aussi bergère, et donc qui me disait pour elle la violence qu'elle avait eue à découvrir à quoi elle allait être confrontée, et que même avec toute la volonté, l'énergie qu'elle pouvait avoir et son engagement par ailleurs, elle disait qu'elle a appris elle a été confrontée à des choses assez violentes de la part du milieu, mais c'est la même chose je pense que dans d'autres secteurs d'activité, et elle-même elle a eu des difficultés à partager tout ça avec d'autres femmes et encore a priori avec d'autres hommes. Et comme si effectivement, à un moment donné, aussi les femmes dans une histoire culturelle ou sociologique ou même anthropologique considéraient ça comme presque quelque chose qui
il est presque normal. C'est-à-dire qu'elle-même, voilà. Donc, et la question que je me posais par rapport à ça, c'est est-ce que dans les parcours de formation initiaux, hein, de formation, d'accès au travail, il y avait des modules qui pouvaient informer, au moins prévenir de ce qui allait se passer. C'est-à-dire institutionnaliser, plutôt que ce soit effectivement des associations qui de temps en temps interviennent, comme on le fait dans d'autres domaines, sur cette thématique-là. C'était possible de réfléchir à ce que ce soit institutionnalisé, c'est-à-dire inscrit dans un programme de formation, que ce soit ce sujet-là ou d'autres, sur effectivement le poids du patriarcat dans finalement tous les domaines, hein, de la vie sociale. Voilà. Oui, bah, ça revient à une des premières questions. Là. Effectivement, en plus, c'est toujours des assos, des collectifs qui essayent bénévolement souvent de pallier les manquements des institutions. On n'a qu'à voir ces fameuses 3 heures par an, plus 3 heures par an, quoi, sur l'éducation de la vie sexuelle et affective. Mais oui, ce serait peut-être des choses sur lesquelles on pourrait travailler à la commission femmes de la conf. D'ailleurs, on se retrouve la semaine prochaine, on sera une centaine de paysannes à se retrouver, et c'est vrai que c'est vrai qu'on y travaille, parce que ça en fait partie, quoi. Et par rapport à ce que tu disais sur le début, là, sur le fait que malheureusement c'est banalisé, toutes ces violences, et c'est aussi que des fois en se retrouvant et en se racontant, quand on le vit individuellement, on a l'impression que c'est qu'une expérience individuelle. On se dit, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû conduire comme ça, j'aurais pas dû être habillée comme ça, j'aurais pas dû être là à cette heure-ci. Et en fait, non, c'est pas des expériences individuelles, quoi. C'est vraiment des violences systémiques. Et ça, c'est important d'en prendre conscience quand on se retrouve. Ça aide. Mais ouais, c'est un peu triste de voir à quel point ça peut être banalisé par toutes et tous, quoi. Et de pouvoir aussi les changer avec des hommes, parce que parfois, effectivement, on ne se rend pas compte de la portée de nos postures, de nos propos, et voilà. Oui, c'est pour ça que dans la BD, on a écrit que si, messieurs, vous ne vous reconnaissez pas ou ça ne vous parle pas, peut-être une seconde lecture serait la bienvenue. Et oui, c'est possible. Après, j'ai toujours un petit drapeau rouge par rapport aux hommes qui se prétendent pro-féministes. On peut leur faire des quiz, peut-être. Ouais. Justement, moi, je me permets de rebondir parce que cette phrase-là, justement, dans la postface, elle me dit, ben ouais, en fait, c'est un super outil, cette BD. Vous décrivez hyper bien le sexisme ordinaire, et il y a des choses où je rejoins un peu tout ce qui a été dit, où on ne se rend pas toujours compte. C'est-à-dire que déconstruire le masculinisme, c'est compliqué. Ça prend du temps et on a besoin de support. Et cette BD, c'est un super outil. Moi, je travaille notamment sur cette question parce que je bosse avec des jeunes. Je travaille en foyer de jeunes travailleurs avec des 16-30. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout mentionné ici, c'est l'éducation populaire. On parle de l'école, de la formation initiale, machin, mais l'éducation populaire et permanente, elle est complètement oubliée. Elle existe encore dans certains syndicats, solidaires, dans lesquels moi je milite. On essaye d'en réintroduire un petit peu, mais elle est en voie de disparition parce que il y a un intérêt global à ce qu'elle ne se maintienne pas, mais j'ai envie juste de dire, il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est-à-dire que la déconstruction, elle ne se fera pas que sur une formation initiale quand on est en CAP pendant 2 ans. Elle ne se fera pas que machin, etc., etc. Elle se fait partout, tout le temps, avec tout le monde, toutes les générations. Alors, je confirme, les jeunes sont bien plus évolués que les vieux. Ça, c'est clair. Heureusement. Pour autant, et moi je vais m'en servir de cette BD parce qu'il y a des planches qui viennent décrire un truc. Il suffit de la mettre et de lancer une discussion autour de ça, et on travaille sur des phénomènes de conscientisation et on vient approfondir ça. La question que j'ai envie de poser à l'ensemble de la salle, c'est moi je bosse plutôt avec des mômes qui sont en milieu ouvrier, donc encore 16-30. Est-ce que vous connaissez des équivalents
support BD, même si c'est très bien, mais pour qu'ils s'identifient bien, est-ce qu'il y aurait les mêmes choses? Je pense à ma camarade qui est aide-soignante dans la santé. S'il y avait des BD qui venaient décrire le sexisme ordinaire dans un hôpital, s'il y avait des BD qui venaient décrire le sexisme ordinaire dans l'éducation, etc., si ça pouvait lancer aussi plein de choses qui viennent décrire tout ça, ça ferait autant de supports où les gens peuvent s'identifier plus facilement. Si vous avez des exemples en milieu ouvrier, par exemple, de BD comme ça qui décrivent du sexisme ordinaire, moi je suis preneur parce que je cherche des supports. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup pour la BD. Effectivement, ça a fait beaucoup de bien. Et moi, je me disais que ce genre d'oppression ou de comportement très invisibilisé, ça ressemble beaucoup aussi au racisme ordinaire. Et je me demandais quels ponts peuvent être menés, parce qu'il me semble que notamment dans les mouvements paysans, c'est un angle vraiment mort, qu'on n'arrive pas à en parler, qu'on n'arrive pas à ouvrir nos milieux aux personnes en France qui sont racisées. Moi, je suis en Bretagne. Les quelques personnes qui s'appelaient Karim, Mohamed, qui voulaient s'installer, en fait, ils n'ont pas pu s'installer. Et je trouve qu'il faut relier ces différents types d'oppression. Et je ne sais pas très bien comment faire. Mais en tout cas, il me semble que de partir de la perspective féministe, c'est intéressant pour aussi s'ouvrir à d'autres populations marginalisées et notamment super marginalisées en agriculture. Oui, c'est sûr que là-dessus, on a des vides encore à la conf. Et là, on s'interrogeait sur changer le nom de la commission femmes. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on en fera de cette question-là, mais ouais. C'est vrai qu'il y a vraiment très très peu de modèles de personnes racisées qui sont chefs d'exploitation, quoi. Je reprends la parole, désolée. Moi, je suis administratrice de la Boloncha Escola Agricola Boloncha Gamara. Je fais partie de l'assemblée plénière. C'est aussi le lieu de gestion de la structure Lourama maintenant. Et ça fait une petite dizaine d'années que j'assiste à ce travail. Et en fait, il y a tellement d'urgence. Le monde paysan, le monde de l'agriculture paysanne vit tellement dans l'urgence, dans la survie, que on voit bien que toujours le travail de fond, il est décalé, il est remis sur le côté. Et que j'espère que le Lourama de cette année mettra à l'ordre du jour de cette assemblée plénière au même niveau que la gestion des comptes, qu'on fasse la gestion des comptes sociaux de notre activité et que ce soit un impératif même si derrière on dit on est défaillant, comme on peut être en déficit, effectivement, on devrait se rendre des comptes régulièrement de notre capacité à prendre en compte la question de la femme dont on a parlé maintenant, mais la question de l'autre, comme tu viens d'évoquer. Voilà, donc ça va m'inviter à tenir un petit journal de bord sur la question. Super. À Bure, là, les personnes qui avaient organisé avaient fait un livret d'accueil où elles parlaient beaucoup de ça, de l'attention à lutter contre toute forme d'oppression et de violence pendant l'événement aussi. Et je trouvais ça assez inspirant. Moi aussi, désolée, je reprends la parole, mais je me dis que peut-être justement, s'il y a quelque chose qui doit sortir de ce Lourama, moi j'ai beaucoup aimé l'idée de la BAF, et donc peut-être que c'est un petit peu un appel où, je sais pas,
mettons-nous ensemble et créons ça, quoi. Tu veux faire une petite conclusion ou on s'arrêtera, c'est bon? Alors, le truc, pardon, des vieux. Alors attention, parce que vieux, c'est une discrimination aussi. Là aussi, une femme vieillit plus vite qu'un homme. Dans tous les milieux socio-professionnels, moi je le vois dans mon métier, il y a certains secteurs d'activité où une femme à partir de 35 ans, elle est vieille. Un homme, non. Hein. Ses cheveux blancs ont du charme. La femme, ça fait plutôt négliger. Voilà. Et c'est le constat qu'on fait. Attention à ne pas tomber non plus dans le système vieux, parce que voilà, on se tire nous-mêmes une balle dans le pied, là, pour le coup. Alors Virginie Despentes dit que, que devenir lesbienne permet de repousser la péremption des femmes.